En République démocratique du Congo, une milice exhibe sa nouvelle armée le jour de sa remise de diplôme. Ces hommes sont d'anciens soldats de l'armée congolaise qui auraient déposé les armes lors de violents combats pour les plus grandes villes de l'Est de la RDC, Goma et Bukavu. L'homme qui les surveille est Kony Nganga, le leader de la coalition du fleuve Congo, qui inclut le groupe rebelle M23, allégué être soutenu par le Rwanda. On dit que la Maison-Blanche a négocié une paix entre la RDC et le Rwanda en juin. Mais ces rebelles continuent de se battre plutôt que de faire la paix. Cet ancien chef électoral dit qu'il prévoit d'emmener ses soldats à la capitale, Kinshasa, pour renverser le président de la RDC, Félix Tshisekedi. Non, mon objectif est d'aller à Kinshasa. Nous sommes bons. Nous allons y aller avec les Congolais. Ces gens, nous sommes Congolais. Nous ne bénéficions de rien du Rwanda, et nous n'en avons pas besoin. CNN s'est rendu à Goma, dans l'Est, pour interviewer le leader du M23 au milieu de nouvelles accusations de graves violations des droits de l'homme et de crimes de guerre portés contre toutes les parties, mais surtout contre le M23. Des actes de torture généralisés ont été confirmés. Mon équipe a confirmé que le M23 a commis des tortures généralisées et d'autres mauvais traitements, y compris des violences sexuelles contre les détenus, un génocide sexuel. Rapport d'Elias. Il n'y en a pas un avec lequel vous n'êtes pas en désaccord. Human Rights Watch et moi, nous ne sommes pas d'accord. Je rejette tous ces rapports parce qu'ils sont de la propagande de Kinshasa. Et ils ont été payés pour cela. L'Est de la RDC, qui partage une frontière avec le Rwanda, est enlisé dans un conflit depuis plus de 30 ans, depuis le génocide rwandais. C'est l'une des crises les plus complexes et les plus prolongées au monde, découlant de disputes frontalières de l'ère coloniale, de tensions ethniques et de luttes pour ces vastes gisements de minéraux cruciaux pour la technologie du XXIe siècle. Le M23 a saisi un territoire avec les plus grandes réserves mondiales de coltan, un matériau essentiel à la production d'électronique, des téléphones portables aux véhicules électriques. Le gouvernement rwandais nie soutenir le M23, bien que des experts de l'ONU et une grande partie de la communauté internationale croient que le Rwanda soutient les rebelles. Le M23 a d'abord saisi Goma en 2012 et l'a reprise en janvier cette année. Cette fois, je dirais qu'ils ne se retireront pas si facilement. Accepteriez-vous un accord de paix qui vous obligerait à vous retirer de ces zones que vous contrôlez actuellement? Quand nous sommes ici, nous traitons les causes profondes de cela. Puis, nous lâchons tout et tout est fait. Le président Trump a dit qu'ils obtiennent des minéraux dans le cadre de cet accord, ce qui est il n'a aucune mine et aucun site minier. Il n'a pas de minéraux à donner. Il n'en a pas. C'est un groupe. Suggérez-vous que le président Tshisekedi manipule le président Trump avec des minéraux? C'est ce qu'il essaie de faire. Cela réussira-t-il? Je ne sais pas. L'aéroport international de Goma est fermé depuis que le M23 en a pris le contrôle. Ils accusent les troupes congolaises d'avoir laissé derrière elles des mines et des pièges piégés. L'un des plus grands trophées du M23 est cet avion de chasse fabriqué en Russie, qu'ils disent avoir capturé alors que l'armée congolaise fuyait la ville. Cet avion de chasse est utilisé pour transporter ces ogives de roquettes. Et vous voyez, certaines d'entre elles ont été... Certaines sont encore actives. Tout abandonné alors que la ville était en train d'être libérée, selon le M23. Prise dans le feu croisé des luttes de pouvoir et de la violence, il y a des femmes et des enfants vulnérables. Mohini Minor. Rachel, âgée de 25 ans, avec ses 4 jeunes enfants, fait partie des milliers de personnes qui ont été envoyées ces derniers mois de la RDC vers le Rwanda. Je peux nous y emmener et je suis heureuse d'être de retour à la maison, même si je reviens je ne sais même pas parce que je suis née au Congo. Le M23 nous dit qu'ils sont des membres de familles rwandaises qui opèrent dans l'Est de la RDC et qui essaient de renverser le gouvernement du Rwanda. Ils sont rapatriés. Mais les groupes de droits de l'homme disent que certains de ces rapatriements ne sont pas volontaires. Ils doivent quitter ces camps sur les rues de Goma. La vie est en grande partie revenue à la normale depuis les combats de janvier.
À ce marché animé, les gens ont refusé de parler à la caméra par peur d'être ciblés. 28 millions de personnes, près d'un quart de la population en RDC, ont besoin d'une assistance alimentaire urgente en Pwégué. Mai 2025, selon le Programme alimentaire mondial. Il a dit à CNN que l'escalade de la violence suite à la prise de contrôle de Goma et Bukavu par le M23 a, citation, gravement perturbé les opérations humanitaires. Je n'avais pas de maison pour leur fils. Les enfants sont retournés en classe pour le début d'une nouvelle année scolaire. C'est bon. Mais la vie reste difficile avec des revenus d'à peine $100 par mois. Le bruit des coups de feu s'est peut-être calmé à Goma, mais une paix durable semble encore loin. Le M23 ne fait pour l'instant même pas partie de l'accord de la Maison-Blanche, selon lequel les causes profondes du conflit ne sont pas discutées à Washington. Reconnaîtriez-vous un accord de paix signé à la Maison-Blanche? Je ne reconnais pas le régime de sécurité. Donc, quoi que vous signiez, je ne suis pas concerné, c'est illégitime. Il ne peut pas représenter la RDC. Donc, quoi qu'il signe là-bas. Et donc, pour nous, nous ne faisons pas partie de cela. Nous nous en fichons. Je ne le reconnais pas. Le M23 se considère comme des révolutionnaires, pas des rebelles. Et il semble que même les négociations américaines sur des accords de paix ne les arrêteront pas. Larry Medawar, CNN, Goma. We don't care. I don't recognize it. M23 consider themselves revolutionaries, not rebels. And it seems even US negotiated peace agreements won't stop them. Larry Medowo, CNN, Goma. Qui a la stratégie de décourager les gens en disant qu'il a déjà le contrôle de Zibira, le contrôle de Mulamba et le contrôle de Kankinda, Ezali Lukuta. Maintenant, nous les Wazalendo de l'axe Chabunda, général Maïch, général Daoudi Libérateur, général Mubangu, général Kafuma, général Mabala, Justin, général Nyambamba Josué, général Ngandou, nous sommes là et nous tenons debout. Et nous n'avons pas le droit de reculer. Le contraire, nous sommes toujours dans la continuité de libérer nos espaces conquis par l'ennemi. Nous sommes là. Nous sommes en Zubira. Monsieur, filmez là-bas. Filmez bien là-bas. Zubira, et mon en a bien. L'accent va bien. Hein? Il est Zibira. L'accent Zibira bien ou non? Quel est l'accent Zibira? Les cabots. Les cabots. On reste en Zibira pas. Zibira. Il en est là, monsieur. Ah, ok, ça va. Nous sommes en Zibira. Je suis en Zibira. Hein, je suis en Zibira. Que l'ennemi ne vous trompe pas. Il a déjà pris le contrôle de Zibira. Il a déjà conquéri tous les espaces. Là, Ezali Lukuta. Nous rassurons le chef de l'État, le premier Mouzalendo, le commandant suprême de notre armée congolaise, que vos fils, Wazalendo et FARDC. Et cette interrogation, la RDC est-elle passée d'une économie simple à une économie de guerre? Sur le terrain, la ville de Goma, sous occupation rwandaise, peine à écouler ses produits agricoles, et de l'autre, les consommateurs se disent privés des produits tels que les haricots plutôt, la viande fraîche et autres. Les conséquences économiques de cette guerre injuste, c'est le focus de ce soir avec Edith Chala. Suivez. La guerre imposée dans l'est de la République démocratique du Congo par le Rwanda déstructure l'économie nationale. C'est l'un des objectifs des agresseurs et leur brigade avancée, l'AFCM 23. Mettre à terre ce peuple, résilient et fondamentalement attaché à sa terre. Les haricots, les pommes de terre, la viande fraîche, les saucisses qui inondaient il y a peu les marchés de Kinshasa se font rares et les prix ont pris de l'ascenseur. Au marché Zigida, les femmes vendeuses expliquent leur déboire. Les itinéraires sont plus complexes que d'habitude, avec incidence réelle sur le coût. De Kalemi à Kinshasa via Goma, ce poisson coûtait moins cher.
pour le moment, c'est Kalemi-Kinshasa son transit et nous payons cher la douane, ce qui augmente les prix des ventes, mais personne n'achète, faute de la clientèle. Tuko napenda watufungulie Goma, tunapenda vita ishi, tunateseka sana. Ona maragi. Nous voulons la fin de la guerre car de Goma, Butembo, Beni jusqu'à Kinshasa, ce transit entraîne aujourd'hui plusieurs charges et dépenses. Nalipi à douane, na les charges à mourir, le transport. À Goma, le ressenti est le même. De moins en moins d'acheteurs venus de Kisangani, de Kindu ou de Kinshasa. À Birere, les femmes vendeuses sont inquiètes. Elles sont pressées de voir la guerre se terminer pour que les Rwandais rentrent chez eux. Ces produits qui pour certains prenaient les cargos depuis l'aéroport de Goma pour différentes destinations dans le pays moisissent quelque part à Massissi, à Rutshuru ou à Goma même. Les fromages sont attendus à Kinshasa comme les saucisses d'ailleurs, mais traversés au Rwanda puis revenir à Beni pour être transportés ensuite à Kisangani ou à Kinshasa fait grimper le prix. Les commerces s'effondrent et l'envie de revoir Goma, Bukavu reconnecté à d'autres grandes villes du pays grandit tous les jours. Cette mesure pèse 1,5 kg. Les prix des haricots produits dans différentes contrées se vendent à différents prix. Tout le monde décrit la vie chère observée sur les marchés. Nous sommes devenus aujourd'hui tous déplacés. C'est pourquoi il y a rupture des produits agricoles en provenance de Rutshuru. Depuis, nous dépendons du Rwanda où tout est vendu en dollars. Il devient difficile d'acheter pour vendre. Un appel lancé aux autorités et tous les autres partenaires impliqués dans la recherche des solutions de faire tout ce qui est à leur pouvoir pour arrêter la guerre. Et la paix, c'est sur toutes les lèvres. Y parvenir, c'est une quête au quotidien. Ce 21 septembre, le monde célèbre justement la paix. Parlant de la paix, l'on se pose des questions sur les conditions des personnes vulnérables en temps de guerre, notamment les enfants. Érudit Skitoto pour plus de détails. Le 21 septembre de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée de la paix, une journée que les Nations Unies ont dédiée à la paix et particulièrement à l'absence de guerre qui doit se manifester par un cessez-le-feu dans les zones de combat. D'où cet appel global à faire taire les armes dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous voulons que la guerre termine. Nous voulons que la paix revienne à l'Est. Nous avons besoin de rentrer dans nos familles. J'ai envie de retourner chez moi pour aller faire les champs, aller travailler pour ma famille et trouver une vie meilleure. Parmi les victimes de l'agression dans l'est de la RDC figurent les enfants dont la vulnérabilité n'est plus à démontrer. Nés dans la guerre, grandis sous les balles, sans jamais connaître la paix, car les balles n'ont jamais cessé de crépiter. Depuis plus de 30 ans, nous ne faisons que parler du même slogan de la paix dans la partie est de la RDC. Et à travers cela, il y a des situations difficiles à expliquer, dont par exemple les enfants qui vivent dans cette partie du pays. Il y a de ces enfants qui ont du mal à aller à l'école. Parce que tout simplement, il y a des guerres, il y a des affrontements à chaque moment dans leur milieu habituel. Ces enfants se retrouvent dans des camps de réfugiés ou de déplacés, j'allais dire, parce que c'est en RDC. Il y en a qui se retrouvent sans parents, orphelins. Donc c'est des situations que nous sommes en train de déplorer depuis que le RENADEF a vu le jour en RDC jusqu'à ces jours. Traumatisés, déplacés, privés d'éducation et de soins, ces enfants portent les cicatrices d'un conflit qui ne les a jamais épargnés. En cette journée internationale de la paix, les enfants de Goma nous rappellent une vérité simple. Ils n'ont pas choisi la guerre, ils méritent la paix.
Journée internationale de la paix, on en parle dans ce journal et nous recevons Madame Liliane Temoni qui est marraine pour la paix, marraine internationale pour la paix, qui est également vice-présidente de l'association Sans Frontières. Madame, bonsoir. Bonsoir. Parlez-nous un peu de votre association. Quelles sont les activités que vous menez? L'association s'occupe surtout des enfants, des opérations des enfants, les médicaments, survivre pour ces enfants qui vivent avec des grosses malformations. On est allé à Goma au mois d'octobre 2024 pour aller dans les camps des déplacés. On a amené 2 tonnes de dons qu'on a distribués avec la Croix-Rouge. Je remercie encore le président Matesso, Grégoire Matesso de la Croix-Rouge. Il nous a accompagnés avec la secrétaire générale. On a fait la distribution. On a pu donner à plus de 1500 familles. C'est pas assez, il y a énormément. Alors aujourd'hui, nous menons une campagne de solidarité pour pouvoir retourner encore avec beaucoup plus que ce qu'on avait eu pour distribuer à toutes ces familles. Campagne de solidarité ou appel aux dons? Les deux, campagne de solidarité et appel de dons, c'est un peu la même chose. On appelle tous les dons. D'ailleurs, je veux dire, on peut les déposer au 40 avenue de la Justice à la Croix-Rouge nationale et à la rue de la Croix-Rouge à la commune de Kinshasa à la Croix-Rouge même. Tous les dons sont attendus là, comme on a fait l'année passée. Et tout sera acheminé pour l'Est. Alors, comment y arriver? Vous lancez une campagne. Quelles sont les activités susceptibles de faire en sorte que ceux-là, les personnes de bonne volonté, que ces personnes de bonne volonté se manifestent finalement? Je fais appel. Toute seule, je ne pourrais pas. Mais avec vous, toute personne qui me regarde en RDC, à l'étranger, diaspora et tout, venez-nous en aide pour pouvoir aider cette population. Je me suis rendue sur place, c'est dur à voir. J'ai même ouvert un orphelinat en une journée. On a recueilli 52 enfants. On a eu des familles qui sont venues à l'orphelinat et qui ont trouvé leurs enfants un an après. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la paix. Un message à l'endroit des personnes vulnérables, mais plus singulièrement, ces enfants qui souffrent, qui sont dans le territoire occupé. Tout ce qu'une maman peut souhaiter, c'est que ces enfants aient le bonheur comme tout autre enfant, qu'ils puissent étudier, qu'ils puissent avoir la paix. On a beaucoup des enfants qu'on a eu à l'orphelinat qui ont vu leur maman violée, leur papa tué. Quelle paix ils peuvent encore avoir si on n'est pas derrière ça? On doit vraiment se battre pour la paix. C'est un message en tant que marraine de la paix pour toute l'Afrique centrale. Merci beaucoup, Madame Liliane Temoni. Je signale que vous militez ou vous œuvrez dans l'humanitaire au bénéfice surtout des enfants. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. La paix dans la partie est du pays, la notabilité de la communauté Grand Kivu s'est exprimée à travers son président Joseph Kinzo. C'était au cours d'une cérémonie organisée en mémoire du général-major Peter Chirimwami. Yvette Makuntima. À l'occasion de la Journée mondiale de la paix célébrée chaque 21 septembre, la notabilité et communauté Grand Kivu s'est réunie à Kinshasa autour de son président Joseph Kinzo. Objectif, promouvoir la paix dans l'est de la RDC, particulièrement dans les Grands Kivu, meurtris par l'insécurité récurrente liée à l'agression rwandaise et à ses supplétifs du M23. Nous continuons à encourager nos enfants à pouvoir se ranger aux côtés de FRDC, de Wazalendo pour défendre la patrie. Cette rencontre solennelle a également servi des cadres pour honorer la mémoire du général-major Peter Chirimwami Nkuba,
tombé au front sa famille biologique qui était présente à cette cérémonie marquée par la levée officielle des deuils. La notabilité et les communautés du Grand Kivu se sentent honorées de l'acte qu'a posé le chef de l'État qui a reconnu les mérites d'un digne fils du Grand Kivu et de la République en général, en la personne du lieutenant général Peter Chirimwami, en l'élevant au rang d'héros national. Les interventions se sont succédées pour appeler à l'unité, à la cohésion nationale et à un soutien renforcé au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa lutte pour la restauration de la paix et de l'intégrité territoriale du pays. Les membres ont salué la participation de leur délégation dans les différents processus de paix, tout en encourageant le rôle joué par les Wazalendo dans la défense de la nation. Et le Brésil accueille le 2e sommet mondial de l'alimentation scolaire. La RDC a été présente à ces rendez-vous à travers la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou. Cette dernière a présenté la situation de l'enfant dans les zones occupées par l'armée rwandaise et ses supplétifs de la FCM 23. Anastasie Dombo. La ministre d'État de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, a pris part au 2e sommet mondial sur la coalition mondiale de l'alimentation scolaire tenu à Fortaleza au Brésil. La patronne de l'éducation congolaise est intervenue sur le thème filet de sécurité stratégique, renforcer la résilience et le capital humain. La ministre d'État a dans son mot rappelé que près de 43% des enfants de moins de 5 ans en République démocratique du Congo souffrent de malnutrition chronique. Une situation alarmante qui a poussé le gouvernement congolais à faire de l'alimentation scolaire un pilier central de sa politique de protection sociale. L'alimentation scolaire ne se limite pas pour nous à un repas. Elle est un outil de protection et de stabilité, surtout dans des contextes de crise sécuritaire et humanitaire. Et dans certaines provinces, comme la province du Tanganyika, nous faisons face aux effets du changement climatique qui donc affectent la sécurité alimentaire de nos populations. C'est pourquoi notre stratégie donne la priorité aux zones rurales et aux zones d'urgence afin de fournir une réponse immédiate. En marge de sa participation, Raissa Malou s'est entretenue dans le cadre des contacts bilatéraux avec Daniel Balamba, directeur du Centre d'excellence contre la faim basé au Brésil. Question de partager l'expérience sur la conception et la gestion des cantines scolaires, notamment les modèles brésiliens.